Bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo de la tuto rentrée de pharmacie. Donc ce dernier cours va traiter de l'introduction à la pharmacognosie. Ce cours est divisé en deux parties. La première partie qu'on va faire ensemble en vidéo, la deuxième partie qui sera uniquement sous forme de fiches. Dès que le Renéo sorte, je vais mettre à jour les fiches, donc s'il y a des changements, vous serez à jour sur mes fiches. Et donc c'est un cours qui est un peu long mais qui est important, qui tombe assez souvent à l'examen. Et donc la complexité du cours, c'est vraiment l'apprentissage de toutes les huiles essentielles des plantes et de leurs effets. Mais sinon, les concepts à comprendre, c'est pas bien difficile, c'est quelque chose, on peut y arriver facilement. Mais pour apprendre les plantes, ça va être avec de la répétition, avec les DM, avec les examens blancs, vous allez voir, tout va finir par rentrer, il n'y a aucun souci. Du coup, on va commencer par l'introduction, ensuite on va faire le métabolisme végétal où on va voir le métabolisme végétal primaire et secondaire, et ensuite on va étudier les sources actuelles de médicaments avec l'homéopathie, l'aromathérapie et la phytothérapie. L'introduction du cours, c'est beaucoup de rappels de faits historiques et de dates, de personnes importantes, pour un peu de contextualisation sur pourquoi est-ce qu'on s'est mis à étudier les plantes à l'heure actuelle. Donc ça va aussi vous rappeler quelques cours de pharmacologie du premier semestre. Donc jusqu'au 19e siècle, l'homme a utilisé les plantes sur la base de traditions transmises de génération en génération. Ce qui permet de distinguer deux types de médecine, les médecines savantes de tradition écrite, comme la médecine chinoise, la médecine grecque, la médecine égyptienne ou arabo-persane. Et l'autre type de médecine, les médecines populaires de transmission orale et qui existent dans certaines régions du monde comme l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Au XIXe siècle, les progrès de la chimie et de la pharmacologie ont permis des études phytologiques et pharmacologiques des plantes médicinales. Et donc maintenant, on est capable, à partir de certaines plantes, d'isoler, de déterminer structurellement et d'évaluer l'activité pharmacologique de molécules majeures qui sont utilisées dans des thérapeutiques actuelles, comme par exemple la chimiothérapie. Depuis des millénaires, l'homme utilise les plantes pour se nourrir, pour se vêtir, mais également pour se soigner. Donc l'usage des plantes pour se soigner est très ancien, comme par exemple avec les traces des premières écritures à propos des plantes médicinales dans le papyrus d'Hébert en 1500 avant Jésus-Christ. Ensuite, on a Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, qui a relevé des informations chimiques sur les plantes médicinales au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et on a aussi Galien, considéré comme le père de la pharmacie, qui a donné des recettes pour la préparation de médicaments à base de plantes. Ensuite, on va passer au métabolisme végétal, donc la deuxième partie du cours. Le métabolisme végétal est un ensemble complexe de réactions chimiques. On considère les plantes comme des usines de réactions chimiques. Les plantes sont capables de synthétiser plusieurs centaines de molécules issues de différents métabolismes, le métabolisme primaire et le métabolisme secondaire. Donc tout d'abord, on va commencer par voir le métabolisme primaire qui va synthétiser les métabolites primaires. Les métabolites primaires sont des molécules indispensables à la vie de la plante. Elles interviennent dans la croissance et la reproduction. Elles sont communes aux végétaux et aux animaux. Elles sont de faible diversité chimique. Elles sont synthétisées en grande quantité, généralement de faible bioactivité et impliquées dans la structure de la plante, la cellulose, le fonctionnement avec les acides aminés et le stockage sous forme d'amidon. Il existe de nombreux types de métabolites, les protides, les lipides et les glucides. Dans les protides, on compte les acides aminés, les peptides et les protéines et les enzymes. Dans les lipides, on a les acides gras, les huiles grasses végétales, donc les triglycérides, et ensuite dans les glucides, on retrouve les sucres simples et les polysaccharides. Après avoir vu le métabolisme primaire, on va voir le métabolisme secondaire qui synthétise les métabolites secondaires. Les métabolites secondaires sont spécifiques des végétaux. Ils sont issus de l'adaptation des plantes à leur environnement et permettent de lutter contre diverses agressions, comme les champignons, les bactéries, les insectes et les herbivores. Les métabolites secondaires sont spécifiques à chaque espèce ou sous-espèce, par exemple la morphine dans le pavot somnifère, et ces métabolites sont synthétisés en petites quantités en chimie fine. Les métabolites secondaires sont aussi des messagers chimiques, soit entre les végétaux entre eux, donc des messagers chimiques entre végétaux, ou entre végétaux et insectes. Ils peuvent par exemple attirer les pollinisateurs et repousser les prédateurs.
Des exemples de métabolites secondaires à absolument connaître, c'est les alcaloïdes, les polyphénols, les terpènes et les stéroïdes. Ces molécules présentent une grande diversité moléculaire et sont souvent sous forme d'hétérosides, molécules complexes composées de deux parties. Donc ces deux parties, une partie osidique et une partie non osidique. Donc la partie osidique comprenant un ou plusieurs sucres et constituant une chaîne glycosidique. Le glucose est le sucre le plus fréquent. Et on a une partie non osidique appelée génine ou aglycone. Comme exemple d'hétéroside, on a la rutine qui est présente dans le sophora ou le sarrasin. Donc c'est deux espèces différentes. J'ai juste mis un slash dans la diapositive pour raccourcir, mais c'est vraiment dans le sophora ou le sarrasin, c'est pas la même chose. Actuelle. Donc on va passer à la troisième partie du cours, les sources actuelles de médicaments. Donc les médicaments actuels ont 4 sources principales. La synthèse chimique, qui est la construction de la molécule entière. L'hémisynthèse, qui est une modification d'une partie intéressante dans le but de modifier la polarité, de diminuer la toxicité ou d'augmenter l'activité. On a les biotechnologies, avec l'utilisation du génie génétique qui se développe de plus en plus de nos jours. Et aussi l'utilisation de substances naturelles, que ce soit animales, minérales ou végétales. Et avec les substances végétales, souvent ce sont les plantes qui sont une grande source de ces substances. Ces substances naturelles sont le plus souvent localisées dans une partie de la plante qui est désignée sous le terme de drogue végétale. C'est la partie de la plante contenant la substance d'intérêt, notre principe actif. C'est différent des drogues des toxicomanies. Tous les organes végétaux peuvent être des drogues végétales, donc que ce soit les feuilles, les fleurs, les fruits, les racines, les écorces, les sécrétions végétales ou les exudats, donc tout est possible, enfin tout peut être une drogue végétale. Et aussi sur cette partie de cours, les exemples sont très importants à apprendre. Donc on va les voir tout de suite. Donc, les exemples sont super importants. Donc la feuille de ginkgo qui est utile dans l'insuffisance circulatoire cérébrale et l'insuffisance véno-lymphatique périphérique. Ensuite on a le bouton floral du giroflier ou clou de girofle qui est riche en huile essentielle, principalement de génol, mais qui a aussi une action anti-infectieuse. Ensuite, on a le fruit de canneberge qui est riche en proanthocyanidol et qui est utile pour les préventions des infections urinaires. On a aussi la gomme arabique qui est donc une sécrétion de l'acacia, c'est un exudat. Et c'est un excipient ou un gélifiant qui est utilisé dans diverses formulations galéniques des médicaments. Si vous venez en pharmacie, en TP au premier semestre, en TP de galénique, vous allez utiliser un peu de gomme arabique. Et donc ensuite on a les écorces de quinquina qui est riche en quinine, à l'origine des médicaments antipaludiques. J'insiste vraiment, ces exemples sont très importants à apprendre, c'est des trucs hyper spécifiques qui peuvent vraiment tomber le jour de l'examen. Les plantes ou substances naturelles peuvent être utilisées dans différentes thérapeutiques et comme par exemple on va le voir en homéopathie. Donc c'est très important de savoir les deux lois qui vont suivre et qui est à l'origine de l'homéopathie. Donc l'homéopathie, c'est une thérapeutique développée par Samuel Hahnemann au XVIIIe siècle. Elle repose sur la loi de la similitude et la dose infinitésimale. La loi de la similitude, selon Hahnemann, c'est que toute substance qui, à dose pondérale, donc forte dose, est capable de provoquer des symptômes chez un individu sain, peut, à dose infinitésimale, soigner ces mêmes symptômes chez un individu malade. Et donc la dose infinitésimale, c'est une dose qui est très diluée. Donc pour que ce soit un peu plus clair, quelques exemples. Exemples aussi à savoir. La teinture mère d'Ipessa, donc à dose pondérale, très forte dose, provoque des nausées et des vomissements. Mais si on a une personne qui nous présente des symptômes de nausées ou de vomissements, on lui donne de la teinture mère diluée jusqu'à obtention d'une dose infinitésimale et ça va soulager ces symptômes. Pareil avec la teinture mère de Coffea. À dose pondérale, ça nous provoque de l'excitation et des insomnies. Alors que si on a une personne qui souffre d'insomnie liée à l'excitation, on va lui proposer la teinture mère de Coffea à dose infinitésimale et on va traiter ce genre d'insomnie. Les matières premières utilisées en homéopathie peuvent être d'origine minérale, animale ou végétale. Celles d'origine animale ou végétale sont utilisées à l'état frais ou desséché. Les médicaments homéopathiques sont issus de plantes obtenues à partir de teintures mères qui sont diluées et dynamisées. Donc dynamisées, c'est-à-dire agitées vigoureusement.
Les différentes dilutions infinitésimales obtenues à partir de ces teintures mères servent notamment à imprégner des granules neutres. Donc ces granules, ça va être généralement du saccharose pour une administration par voie orale. Dernier exemple sur l'homéopathie, ça va être avec les granules d'Arnica montana 5CH. Donc ce sont des granules d'Arnica. 5CH correspond à la 5e centésimale hahnemannienne et c'est obtenu en diluant et dynamisant la teinture mère 5 fois successivement au centième. C'est un autre exemple de thérapie à base de plantes naturelles, donc l'aromathérapie. L'aromathérapie est une thérapeutique basée sur l'utilisation des huiles essentielles obtenues à partir de plantes aromatiques. C'est un terme inventé par le pharmacien René Gattefossé en 1928. C'est très important de retenir son nom parce que je peux le mélanger avec celui de Hahnemann et donc c'est un piège assez courant. Voilà. Donc les différentes voies d'administration des huiles essentielles, ça va être par voie orale, voie locale ou par diffusion, donc pour permettre l'inhalation. Il y a différentes utilisations dans différents domaines, l'industrie pharmaceutique, la parfumerie, la cosmétologie, l'agroalimentaire, par exemple l'huile essentielle de basilic. Les huiles essentielles sont des produits odorants et volatiles, généralement de composition complexe, obtenus à partir d'une matière première végétale botaniquement définie, et obtenus soit par entraînement à la vapeur d'eau, soit par un procédé mécanique approprié sans chauffage. Ensuite, on a quelques caractéristiques à savoir. Donc que les huiles essentielles sont liquides à température ambiante, elles sont incolores ou légèrement colorées, pour la plupart ont une densité inférieure à celle de l'eau, et elles sont très peu solubles dans l'eau mais entraînables à la vapeur. Les matières premières utilisées végétales pour les huiles essentielles, souvent ça va être des plantes fraîches, par exemple les pétales de rose, ou des plantes sèches comme l'écorce de cannelle. Dans le végétal, les huiles essentielles sont localisées dans des structures histologiques spécialisées qui sont soit des cellules sécrétrices, des organes sécréteurs comme des poches, des canaux ou des poils. C'est aussi à quelques exemples d'huiles essentielles. C'est aussi important à savoir, un peu comme tous les exemples de ce cours. Donc l'huile essentielle d'eucalyptus, c'est un antiseptique des voies respiratoires qui est riche en eucalyptol. Ensuite, on a l'huile essentielle de menthe, qui est un antispasmodique au niveau digestif et il est riche en menthol. Ensuite, on a l'huile essentielle de lavande, qui est sédative avec peu d'effets secondaires et qui a aussi des propriétés cicatrisantes. On a aussi l'huile essentielle d'agrumes, qui est sédative, calmante, obtenue à partir d'essences d'agrumes retrouvées dans le zeste. Elles contiennent des flavonoïdes et les agrumes sont des rutacées. Donc pour apprendre toutes les huiles essentielles et les exemples, je vais essayer de sortir une fiche avec peut-être des moyens mémotechniques, etc. avec un grand tableau recap de tous les exemples de la partie 1 et 2 de ce cours. Comme ça, ce sera un tableau recap que vous pourrez imprimer, coller sur vos portes, peu importe, pouvoir le relire plus facilement. Donc on va continuer sur les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont des mélanges complexes constitués principalement de monoterpènes et de sesquiterpènes. Les terpènes sont issus de la condensation d'un nombre variable d'unités isoprènes. Donc on a les monoterpènes qui sont composés de 2 unités isoprènes, les sesquiterpènes qui sont composés de 3 unités isoprènes, et si on continue, on aura 4 unités isoprènes, ça va être un diterpène, ou 6 unités isoprènes, ça va être un triterpène. Comme exemple de monoterpène, on a le thymol qui est présent dans l'huile essentielle de thym et c'est un anti-infectieux, ou sinon on a le menthol dans la menthe. Pour les sesquiterpènes comme exemple, on a le curcumène présent dans le curcuma qui est une épice rentrant dans la composition du curry. Différents procédés d'extraction des huiles essentielles, donc soit par l'entraînement à la vapeur, soit par procédé mécanique approprié sans chauffage. Donc pour l'entraînement à la vapeur d'eau, il s'agit d'un procédé classique tenant compte de leur caractère volatile. Les plantes sont mises soit en contact direct avec de l'eau à ébullition, ou elles sont déposées sur des grilles qui sont traversées par de la vapeur d'eau. La vasque d'eau entraîne avec elle les molécules volatiles constituant de l'huile essentielle, puis par condensation sur une paroi froide, l'eau aromatique ou hydrolat va nous donner l'huile essentielle qui va être séparée par différence de densité. Ensuite, pour le procédé mécanique sans chauffage, c'est une expression à partir de zestes d'agrumes comme les citrons, les oranges, les pamplemousses à l'état frais. Il y a des règles sur les huiles essentielles.
il y a des règles importantes à respecter. Les huiles essentielles ne s'utilisent pas pures. Les huiles essentielles sont contre-indiquées chez les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 30 mois, les personnes asthmatiques ou allergiques. Les flacons ne doivent pas être laissés à portée des enfants. Il est primordial de respecter la posologie à la goutte près. Il ne faut pas s'exposer au soleil après l'utilisation d'une huile contenant des huiles essentielles et il faut bien se laver les mains après utilisation. Donc toutes ces règles, c'est pas au hasard, c'est puisqu'au niveau réglementaire, depuis 2007, la vente au public de 15 huiles essentielles est réservée aux pharmaciens, comme les huiles essentielles de sauge, d'hysope ou d'absinthe, puisque les huiles essentielles sont toxiques à trop forte dose ou par voie orale ou externe. Les huiles essentielles riches en thiones, qui sont des cétones neurotoxiques, donc ce sont des huiles essentielles toxiques, et comme exemple on a l'huile essentielle d'absinthe qui est riche en alpha et bêta thiones neurotoxiques. Sur les thérapies à base de substances naturelles, on va passer à la phytothérapie. La phytothérapie est une thérapeutique utilisant les médicaments à base de plantes. Donc des médicaments dont les substances actives sont exclusivement des drogues végétales ou des préparations à base de drogues végétales ou à base de plantes. Les principales drogues végétales sont inscrites à la pharmacopée européenne et ou française. C'est un ouvrage réglementaire destiné à être utilisé par les professionnels de santé. Les drogues végétales y figurent sous forme de monographie et répondent à certaines exigences, comme par exemple donc des critères botaniques, une caractérisation de la drogue végétale et les méthodes d'analyse à utiliser pour assurer le contrôle et la qualité d'une drogue végétale. Les drogues végétales peuvent être utilisées en l'état ou sous forme de préparation à base de drogues végétales. À base de drogues végétales, donc des préparations à base de plantes, sont des produits homogènes obtenus en soumettant les drogues végétales à différents types de traitements. Comme différents types de traitements, on a l'extraction, la distillation, l'expression et le fractionnement. Ces préparations peuvent être solides ou liquides. On commence par les préparations liquides. Elles sont obtenues par extraction avec un solvant qui est le plus souvent l'eau ou un mélange eau-alcool. Elles correspondent aux teintures et aux extraits de fluides. Donc, les teintures sont des préparations liquides obtenues au 5e ou au 10e par percolation ou par macération. Par exemple, au 10e, on a une partie de la plante pour 10 parties de solvant. Ensuite, on a les extraits de fluides, c'est de l'eau ou un mélange hydroalcoolique, qui sont des préparations liquides, et avec une partie en masse ou en volume, avec une certaine partie qui correspond à la drogue végétale. Par exemple, à partir d'1 kg de drogue végétale, on obtient 1 kg d'extrait de fluide. Ensuite, les préparations solides, ce sont des préparations qui peuvent être obtenues par division ou pulvérisation des drogues végétales ou par extraction dans un solvant approprié. La division correspond à une réduction de taille réservée à la forme tisane. La tisane est une préparation aqueuse buvable obtenue par décoction, infusion ou macération. Les plantes pour tisane sont constituées d'une ou plusieurs drogues végétales présentées soit en vrac, soit en sachet infusette. Par exemple, on a des mélanges de plantes utilisés dans les troubles du sommeil comme l'aubépine, la passiflore ou la valériane. La pulvérisation permet d'obtenir des poudres très fines de plantes présentées sous forme de gélules ou de comprimés. Par exemple, les gélules à base de poudre de millepertuis indiquées dans la dépression légère à modérée, ou les gélules de poudre de racines de ginseng utilisées comme stimulant dans les fatigues passagères. Donc, comme d'habitude, tous ces exemples sont à apprendre. Ensuite, les extraits secs obtenus après évaporation du solvant ayant servi à l'extraction. Ces extraits secs sont des mélanges complexes contenant différentes classes chimiques de métabolites secondaires pouvant agir de manière synergique. Donc ils peuvent agir ensemble, augmenter certains effets. Les extraits secs constituent des substances actives utilisées dans la fabrication de médicaments à base de plantes et présentent sous différentes formes galéniques. Pour par exemple les comprimés, les gélules, les sirops, les gouttes ou les crèmes. Ensuite, on a les gélules, donc comme exemple, on a comme forme galénique les gélules à base d'extraits secs de feuilles de vigne rouge utilisées dans l'insuffisance veineuse,
les gels à base d'extrait sec de fleurs de calendula utilisés pour ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes, notamment dans les produits dermocosmétiques pour les bébés. On a aussi les crèmes à base d'extrait sec de fleurs d'arnica, donc pour les traitements d'ecchymose ou de contusion par voie externe. Les drogues végétales et les préparations à base de drogues végétales, les préparations à base de plantes sont utilisées en phytothérapie sous différents statuts réglementaires. On a les médicaments à base de plantes avec une AMM, on a les compléments alimentaires et on a les dispositifs médicaux avec marquage CE, donc Communauté européenne. Selon une directive européenne, les médicaments à base de plantes peuvent avoir deux statuts. Médicaments traditionnels à base de plantes et les médicaments à base de plantes à usage médical bien établi. Et il y a pour avoir une des deux catégories, un des deux types, ils doivent répondre à certains critères. Pour les médicaments traditionnels à base de plantes, ils nécessitent un dossier d'enregistrement auprès de l'ANSM par une procédure simplifiée, à condition que ces médicaments soient utilisés depuis au moins 30 ans, dont 15 ans dans l'Union européenne. Ensuite, on a pour les médicaments à base de plantes à usage médical bien établi, les industriels doivent déposer un dossier d'AMM auprès de l'ANSM et ces médicaments doivent être utilisés depuis au moins 10 ans dans l'Union européenne. Donc voilà, c'est la fin de ce cours sur l'introduction à la pharmacognosie. C'est pas le cours le plus passionnant, c'est beaucoup d'exemples, on voit très vite où les pièges peuvent venir mélanger les différentes techniques, les différents procédés, mais ça finit par rentrer, c'est beaucoup de par cœur, mais ça reste quand même un minimum intéressant. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à les poser sur le forum avec ma coach, on sera très contente de vous répondre. Et donc bon courage à tous et bon semestre, ne lâchez rien.